Bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième séance, ce troisième épisode de la chaire du Louvre. Et je vais faire un bref rappel pour ceux qui débarquent. Voilà, je me promène en visiteuse dans la galerie Campana, la galerie qui vient d'être réouverte. Et je me demande si l'Odyssée peut être un roman graphique, c'est-à-dire comment fonctionnent ensemble, comment riment la beauté des images et la beauté des textes. Et je me mets sous l'égide de cette phrase de Nietzsche: Homère, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, est un jugement esthétique. Un mot sur le sous-titre de ma thèse. De cette chaire. Homère en philosophe. J'interroge Homère, je me promène dans la galerie Campana avec mes yeux de philosophe. Mais je fais aussi comme si lui était un philosophe, c'est-à-dire comme s'il pouvait répondre à des questions philosophiques que je pose à partir de l'Odyssée. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme grec? En quoi Ulysse est-il exemplaire? Comment est-ce qu'il construit son identité? Et c'est cela que je propose de faire en 5 épisodes, construire une identité. Les 2 premiers ont déjà eu lieu. Le premier, c'est être mortel. Ça s'est passé chez Calypso. Calypso a voulu, la nymphe aux belles boucles, a voulu épouser Ulysse, et il a refusé. Il a préféré rentrer chez Pénélope, qui a vieilli 20 ans plus tard, et il a préféré la mort, être mortel, c'est-à-dire pouvoir aller aux enfers où il n'y a que des ombres sans lumière. Donc être mortel, c'est déjà une première réponse à une identité d'homme. La deuxième réponse, c'est avoir un nom. Avoir un nom, ça s'est passé, pour moi, chez le Cyclope. Quand Ulysse a répondu qu'il s'appelait personne, ce qui lui a permis de survivre. C'est-à-dire que lorsqu'après avoir aveuglé le Cyclope, il a réussi à sortir de la grotte avec ses hommes cachés sous les moutons, sous les brebis, quand le Cyclope s'est mis à hurler et appeler ses autres congénères, les Cyclopes, et qu'on lui a dit « Mais qui t'a fait du mal ?» Et il a répondu « Personne ». Alors on lui a dit « Va te coucher, t'es fou ». Bon. Et c'est là qu'est apparu, je crois pour la première fois, un jeu sur le langage un petit peu différent, un peu original, qui est un jeu sur le signifiant. Ulysse a dit qu'il s'appelait personne, Outis, et ensuite il a dit « Ah, c'est ma métisse », ce qui veut dire aussi personne en grec. C'est ma métisse, c'est-à-dire une autre manière de dire personne, mais une manière de dire ruse aussi. C'est ma métisse qui t'a bien trompé. Et enfin, il a donné son identité, c'est moi, Ulysse, fils de Laërte. Donc là-dedans, dans ce second épisode, il y a eu tout ce qui se passe autour du signifiant, du nom propre, du nom. À présent, j'ai prélevé une autre scène très importante, très commentée et très dessinée, la scène des sirènes. Alors, dans cette scène, pour moi, Ulysse va être lui-même, va avoir vraiment son identité. Et il va être lui-même au point d'être ligoté par lui-même. L'image autour de laquelle tout va tourner,
c'est l'image d'Ulysse que vous voyez attachée à son mât. J'y reviendrai beaucoup. Voilà, Ulysse là passe au large des sirènes, attaché à son mât, et il est ligoté à lui-même. Alors, avant de tout expliciter sur cette scène, je voudrais dire pourquoi les sirènes me paraissent si importantes. Il y a au moins 2 lignes de force dans ce que nous allons voir ce soir. La première, c'est la voix. Les sirènes chantent. Et vous allez entendre chanter le grec. L'une de mes ambitions avec cette chaire, c'est de vous faire rentrer un peu dans un monde païen et de vous faire rentrer un peu dans la langue grecque. Donc, nous allons faire toute une première partie sur les pouvoirs de la voix. La deuxième partie sera autour du rapport entre 2 manières de parler, celle de l'épopée, le mythos, le mythe, et celle de la philosophie, le logos, autour de cette même scène. Mais donc, pour commencer, nous allons parler du pouvoir de la voix, et surtout, je vais vous le faire entendre grâce à des performeurs, puisque j'avais dit que cette chaire était une chaire de performance. Et bien, grâce à 2 performeurs, le premier, que vous allez applaudir très fort, c'est notre aède, Emmanuel Lascou. Bonjour Emmanuel. Bonjour Barbara. Emmanuel Lascou est un grand helléniste, un grand récitant, et il a traduit récemment l'Odyssée d'Homère, et vous allez voir des morceaux de sa traduction. Il va nous dire Homère. À un certain moment, il va nous dire la scène des sirènes, mais à un certain moment, il va être interrompu par une sirène qui viendra de New Delhi. C'est une sirène qui sera en je ne sais pas comment ça s'appelle, en virtuel, bon, et qui est aussi une très grande helléniste qui, elle, a traduit Hésiode, que j'ai publié d'ailleurs, la Théogonie d'Hésiode, et qui a fondé une école d'opéra à New Delhi, et qui s'appelle Aude Varsniark Angèle. Donc, vous entendrez l'Aède et la sirène. Mais d'abord, je voudrais que Emmanuel Lascou nous dise un peu comment ça se passe des vers d'Homère. C'est quoi? Nous, on a l'habitude de penser qu'un vers, en français, ça rime. Ça n'est pas ça, en grec. C'est comment? Les vers d'Homère, d'abord, c'est les premiers vers pour nous. Si Homère est le début, bien qu'il soit aussi la fin de quelque chose qui a disparu, la fin d'une oralité qu'on n'aura pas. L'hexamètre dactylique, ça c'est le nom technique, on ne va pas faire un cours de métrique ici, mais dactylos, c'est un doigt. Voilà, une longue et 2 courtes. Voilà, la langue grecque a des correspondants aujourd'hui dans les langues que vous connaissez peut-être. Le japonais fonctionne en fait comme le grec ancien, disent les linguistes, et puis le yoruba, qui est une langue de la Guinée. Et ce sont des langues dans lesquelles toute syllabe, parce que toute voyelle peut être longue ou brève. Donc, finalement, quand vous parlez, comme disait Rousseau, Rousseau disait les Grecs pouvaient chanter en parlant, mais nous, on doit choisir entre chanter et parler. Le vers d'Homère, c'est une séquence de longues et de brèves, qui s'appelle hexamètre parce qu'il y a 6 mesures, et les mélomanes dans la salle qui aiment Schubert savent que le rythme de Schubert, c'est le rythme dactylique, c'est-à-dire pom 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 pom, parce que la 6e mesure doit être tronquée pour qu'il y ait un silence. N'oubliez pas qu'on est avant l'écriture et que donc c'est, comme l'a dit Barbara, à la voix et à l'oreille que l'on sait qu'on a fini un vers. Voilà. Alors ça, c'est le squelette d'un vers d'Homère.
Et les Grecs, depuis tout petits, reconnaissaient tout de suite qu'ils étaient dans l'épopée dès qu'ils entendaient ce système rythmique-là. En plus, en grec, il y a des accents, et moi j'essaye de les rendre. Aude aussi les rend aussi très bien. Chacun ensuite va phraser le grec ancien comme quelque chose qui s'appelle le chanté-parlé. Voilà. Merci. Alors, à quel moment de l'Odyssée on en est? Je vais vous raconter ça très vite, et puis ensuite, je vais laisser l'Aède, toute la place à l'Aède. Alors, on en est à un moment où Ulysse raconte. Il est arrivé sain et sauf chez les Phéaciens, mais il a perdu tous ses compagnons. Et il raconte tout ce qui lui est arrivé. Il raconte comment il a été chez la magicienne Circé et qu'elle lui a dit ce qu'il attendait, les dangers qu'il attendait. Et l'un de ces dangers, c'est les sirènes. Alors, je disais dans la première conférence que raconter comment l'Odyssée est tissée, ça a rendu les gens fous. Ici, la même scène est répétée 3 fois. Alors on peut dire « Oh non, Homère, il n'a pas dû faire ça, il a dû… » Bon, et donc on peut en enlever 1 ou 2. Bon. Mais comme disait Lucien, rencontrant Homère aux enfers, Homère lui disait « Tout ce qu'on a enlevé, c'est de moi. » Bon. Donc, voilà. Je vais vous lire la première scène, qui est la manière dont Ulysse raconte aux Phéaciens ce que lui a raconté Circé. La deuxième scène, c'est la manière dont Ulysse raconte à ses compagnons, qui sont encore vivants là, ce que lui a dit Circé. C'est-à-dire c'est lui-même qui parle. Il ne fait pas parler Circé, il parle lui. C'est cette scène-là qui m'intéressera le plus. Et la troisième scène, et la troisième fois où il raconte les sirènes, eh bien, il fait un récit direct en disant « Voilà ce qui s'est passé. » Bon. Alors, je vais vous lire la première scène dans la traduction de Jacotet, qui est une jolie traduction. « D'abord, tu croiseras les sirènes qui ensorcellent tous les hommes, quiconque arrive en leur parage. L'imprudent qui s'approche et prête l'oreille à la voix de ces sirènes, son épouse et ses enfants ne pourront l'entourer ni fêter son retour chez lui. Car les sirènes l'ensorcellent d'un chant clair, assise dans un pré, et l'on voit s'entasser près d'elle les os des corps décomposés dont les chairs se réduisent. Passe devant sans t'arrêter, bouche l'oreille de tes gens d'une cire de miel pétrie, afin qu'aucun d'entre eux n'entende. Écoute, toi, si tu le veux, mais que dans le navire, il te lie les pieds et les mains, debout sur l'emplanture, en t'y attachant avec corde, et tu pourras goûter la joie d'entendre les sirènes. Mais si tu les enjoins, les presses de te détacher, qu'ils resserrent alors l'emprise de tes liens. Voilà la première description, Ulysse attaché au mât et rattaché encore plus fort quand il veut bouger. Et bien maintenant, je laisse le son, la voix, à Emmanuel Lascaux. De totegon hetaroisime teudon aknumenos o piloi, ougar krechena widmena jude duoios, tes patramoi kirke mutesato diateaon. Allere omenegon, hina widotes ketanomen, ekenale wamenoi thanaton kaikera pugoimen. Seirenon, men proton anogei tespesiaon, ptongon aleuastai, kai leimon antemoenta, hoionemen ogei opakoemen, alla me desmoi, desaten argaleoi. Oprempedon autotimimno, ortonen istopedei, egdauto piratanepto. Ei, de que lisso mai humeas lusai te que leua, humeiste pleonesito tendesmoisi piesdein. To jegota hekastalegon hetaroisi pipauskon. To pradecar palimos exi que ton use verges,
Näson seirenoin e peige garoro sapemon. Autike peitane mosmene pausato. De galene e pletonene mie, coime se de cumata daimon. Anstantes heteroine osistia merusanto, Kaitamenen wiglapfurei tessan, hoide peretma, ches domenoi leukainon hudorxes taise lataisin. Autarego, kero jo megantrokon, oxeui calcoi, tutta diat mexas, kersi stibareisi piesdon. Aipsa diaine tokeros, epei keleto megalevis, veliut auge, huperi ionidau anactos. Ix retaroisine pouatapaiasina leipsa. Hoiden vimedesan homu cairaste podaste, ortonen istopedei, egdauto peirata nepton. Autoid his dominoi, polien hala tupton eret mois. Al hotetosson apemenos ontegogene beoesas, rimfadio contes, tas doulaten ocualos neus, inguten ornumene, ligurenden tu non avoiden. Attendez. Elle chante en français maintenant. Gloire des Grecs, Ulysse aux récits innombrables, arrête ton navire afin d'écouter notre voix double. Nul n'est jamais par ici passé, non, pas un navire noir
trône, plus par ordre des dieux, Achéens et Troyens, aux souffrantes, et nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Sprasaniei sai opakallimon. Autaremon ker et la koemenai. Lusai te kelewon hetairus o prusine ustasdon. Hoide propisonte seresson. Auticadan stantes perimedes eurulo coste. Pleios imendes moisideon mallonte pies don. Autare peide tasge parelasan, aute te peita. Pftunga seirenon ecomen audeta voides. Aipsa poceron helonto emoierieres hetairoi. Hons pine posina leipsa, e me dec desmon annelusa. Voilà, vous avez entendu de l'Homère. Et vous avez vu la traduction d'Emmanuel Lascaux lorsqu'il chantait, et une traduction que j'ai faite avec Aude pour le chant des sirènes. Maintenant, bon, que vous avez ça dans les oreilles, on va essayer de comprendre un peu mieux ce que sont les sirènes. Et les sirènes, au fond, elles disent des choses tout à fait, mais d'une banalité vraiment affligeante. Elles disent « Viens ici, Ulysse, t'en vanter, honneur de l'Achaïe, on va te dire tout ce que tu as fait. » Mais il le sait. Donc, pourquoi est-ce que c'est si fou? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est si terrible? Pourquoi est-ce que c'est si mortel? Il y a un savant helléniste ami qui s'appelle Piero Pucci, qui a écrit un livre remarquable sur la lecture intertextuelle de l'Iliade et de l'Odyssée. Et ce qu'il montre, c'est que ce qu'on vient d'entendre, ce que disent les sirènes, c'est l'Iliade dans l'Odyssée. Autrement dit, c'est ça, tout. Il y a tout. Toute l'épopée est là dans ce qu'elles disent. Et du coup, il n'y a plus rien à faire une fois qu'il y a ça. Effectivement, Ulysse est totalisé, identifié, lié à son mât, et il n'a plus d'autre liberté, il n'a plus de degré de liberté, tout y est. C'est un savoir qui tue. Gloire et mort en même temps. Qu'est-ce qu'elles obligent à faire? Eh bien, elles obligent à avoir un geste réflexif. Ulysse est là, attaché à lui-même, à son mât, et il ne peut que savoir qui il est. La réflexion est là. C'est l'identité de soi à soi, les sirènes. Et alors pour l'Iliade dans l'Odyssée, j'ai oublié de vous montrer quelques images qui sont magnifiques. Vous voyez, dans ce vase, Thétis, la mère d'Achille, remet à Achille ses armes. Et là, à côté,
bon, le bouclier d'Achille est au milieu, Achille est là, je n'ai pas de, je peux pas vous désigner la chose, mais j'ai pas de petit crayon là. Bon, Achille est à gauche, c'est gauche ou droite? Comme pour moi? Je ne sais pas reconnaître ma gauche. Achille est à gauche du bouclier, et vous voyez celui qui tourne le dos là, bah, c'est Ulysse, Odysseus. Il tourne le dos, et c'est sa manière de quitter l'Iliade. Il est hors de l'Iliade, et il commence à faire un autre monde, qui est l'Odyssée. Donc, on peut dire que ce vase, c'est vraiment ce qui raconte qu'il y a l'Iliade dans l'Odyssée. Et dans ce vase, en haut, Thétis remet à Achille ses armes, vous voyez les lions, et vous voyez la sirène. C'est ça dont il s'agit. La sirène est là, et elle dit même « Je suis la sirène ». L'inscription, c'est « Sirène Aimi ». Je suis la sirène. Donc voilà ce que sont les sirènes. Il y a encore un mot peut-être à dire. Il y a quelque chose qui a beaucoup perturbé les hellénistes. C'est que quand les sirènes chantent et disent « notre voix », entend notre voix, il y a en grec un cas qui s'appelle le duel. Ça veut dire qu'il y a deux, et pas plus, et pas moins, voix. Elles sont deux. C'est dramatique parce que, je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous souvenez, mais dans le vase que nous avons montré où Ulysse est debout, je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Oui, le voilà. Ben vous voyez, il y a une sirène à droite, une sirène à gauche et une qui tombe. Elles sont trois. Mais non, pas du tout. Elles sont deux. C'est-à-dire que celle qui tombe, elle se suicide, c'est celle de droite. Celle de droite, quand elle voit que Ulysse résiste et qu'il est bien attaché, qu'il est bien identifié, et qu'il ne bouge pas et qu'il ne va pas mourir comme des ossements blanchis, etc., comme tous les autres marins, eh bien, elle se suicide. Le suicide de la sirène, elles sont toujours deux. Et même quand après, on a cru qu'elles étaient plus nombreuses, en fait, il y a deux sirènes. Leur voix est... Non seulement elles sont deux, mais leur voix est double. C'est-à-dire que c'est une voix véritablement de gloire et de mort. C'est ça, la duplicité de la sirène. Et vous voyez Ulysse confronté aux sirènes, sur cet aribal, la tête des sirènes, ça ressemble à un vautour quand même. C'est pas drôle, la sirène qui vous menace comme ça. Et autour du vase, on voit les sirènes bouger comme des vautours. Ce qu'il y avait avant, c'est les sirènes que vous connaissez, hein, les sirènes qui ont une queue de poisson, comme les sirènes de la petite sirène d'Andersen. Mais il y a quand même une chose très particulière dans cette coupe décagonale, c'est que, en fait, qui est au musée du Louvre, c'est magnifique, c'est que leur queue est double. Bon, voilà. La sirène a une double queue de gloire et de mort. Et enfin, vous voyez la sirène chimère, Japon 19e siècle, un assemblage taxidermique particulièrement répugnant, mais qui dit ce que sont les sirènes. Maintenant, je voudrais m'approcher un peu plus d'Ulysse attaché au mât. Ulysse est attaché au mât, et il y a un mot pour le dire, un mot qu'on va retrouver, qu'on a déjà vu dans l'Odyssée et qu'on va retrouver dans l'Odyssée. C'est empédon. Empédon, M dans, pédone le sol, ça a donné pouce, enfin ça vient de pouce, pouce le pied, pouce podos. Bon, empédon, ça veut dire planter là au sol. Ulysse est planté là au sol. Et je vous lis le texte, la deuxième description, celle qu'Ulysse fait lui-même de son passage au large des sirènes. Il dit « Allame desmo », mais dans un lien d'essat en argaléo, dans un lien douloureux, liez-moi.
offre empedon autotimimno pour que je reste, empedon, planté là au sol, droit sur l'emplanture, et que je sois maintenu dans des limites partant d'elle. Et si je vous supplie, dit-il toujours à ses compagnons, et si je vous supplie, si je vous ordonne de me délier, alors vous serrez en plus de liens. Ce mot empedon, je voudrais lui faire un sort, parce que nous l'avons trouvé chez Calypso, quand Ulysse était là, planté là, et qu'il regardait le large, et qu'il n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui à Ithaque. Mais il est resté empedon, les pieds plantés dans le sol, pendant 7 ans chez Calypso. Et il en avait assez de la nymphe aux belles boucles, et il ne voulait pas l'épouser, il voulait rentrer. Bon, empedon. Ensuite, là, à ce moment très crucial, il est empedon, solidement planté dans le sol, les pieds plantés dans le sol du bateau, hein, mais quand même, empedon, comme si c'était des pieds et une plaine. Bon. Et on le retrouvera, ce empedon, dans la dernière conférence, dans le dernier épisode que je ferai, que je raconterai, avec Pénélope. Empedon, c'est la manière dont le lit conjugal est pris dans le sol. Ulysse, on reverra tout ça. Ulysse a creusé son lit dans un olivier encore enraciné. Il est empedon, ça ne bouge pas. Et le signe très sûr de reconnaissance entre Pénélope et lui, ce signe-là, il est empedon. C'est eux deux seuls savent ce qui s'est passé avec le lit, savent comment le lit a été fait. Donc vous voyez pourquoi ce empedon est un mot très important. Et ensuite, nous allons parcourir les images de empedon. Il est là, Ulysse, d'un tas de manières attaché à son mât, avec les sirènes, qui d'ailleurs, vous voyez là, sont toujours 2. Donc voilà les sirènes, voilà Ulysse attaché au mât, on peut passer. Voilà l'image d'après, Ulysse attaché à son mât. Encore un autre Ulysse, vous voyez la barbe en pointe, là, toujours attaché avec ces deux sirènes qui sont là. Voilà les belles sirènes qui chantent. Et puis la plaque Campana, la célèbre plaque Campana du Louvre, et de Campana qui a donné tous ces vases, enfin, dont le Louvre a récupéré tant de vases. Campana, hein, voilà Ulysse qui s'avance pour quitter, pour sortir de cette contrainte, mais il est solidement attaché. Pourquoi est-ce que j'en fais tout un plat? Eh bien, parce que ce mot, on va le retrouver dans un endroit où il ne devrait pas pouvoir figurer. On va le retrouver dans le poème de Parménide, et je dois vous expliquer un peu qui est Parménide peut-être. C'est l'étang comme Ulysse. Parménide, c'est le premier, le plus important, le premier, l'origine de la philosophie. Je vous lis juste une phrase de Heidegger pour vous expliquer qui est Parménide. Heidegger, dans son introduction à la métaphysique, c'est en 1935, dit, à propos du poème de Parménide, il dit « Ces quelques mots sont là dressés comme des statues grecques archaïques. Ce que nous possédons encore du poème didactique de Parménide tient en un mince cahier qui, bien entendu, réduit à rien les prétentions de bibliothèques entières d'ouvrages philosophiques qui croient à la nécessité de leur existence. Celui qui connaît les dimensions d'un tel dire pensant doit aujourd'hui perdre toute envie d'écrire des livres. » Enfin, ça ne l'a pas empêché d'en écrire. Bon. Voilà qui est Parménide, l'origine, avec tous les guillemets que vous voudrez, l'origine de la philosophie, le premier philosophe présocratique, avant Socrate. Eh bien, probablement à peu près 5 siècles après Homère, Parménide utilise les mots d'Homère dans son poème, et en particulier cet empedon,
pour décrire ce qui sera le héros de la philosophie, à savoir l'être. Alors là, il faut peut-être que j'explique un peu, on peut passer l'étant comme Ulysse, Homère sous Parménide, du mythos au logos. Le mythos, c'est la manière dont parle l'épopée, le mythe, et le logos, c'est la manière dont parle la philosophie. Ratio et oratio, disent les latins. C'est le langage rationnel, alors que le mythos, c'est le langage mythique. Bien, vous savez, depuis le début, j'essaye d'expliciter le fait qu'il n'y a pas de frontière stable entre la poésie et la philosophie, en tout cas pas en Grèce. Et que ça, c'est probablement l'une des leçons les plus importantes d'Homère et d'Homère en philosophe. J'ai proposé cette citation, sur la citation, de Gottfried Wilhelm Schleiermacher dans son Herméneutique, fin du XIXe. Il dit « La citation est une chose qui se cache. Parce que de nos jours, tout est fait pour les yeux du lecteur, nous sommes particulièrement habitués à nous servir de moyens de connaissance grossiers. Par exemple, les guillemets, pour indiquer une citation. Il fallait encore un imprimeur Guillaume pour inventer les guillemets. Je crois que ça s'est fait à la fin du Moyen-Âge. Donc, pas de guillemets. Nous sommes habitués à nous servir de moyens de connaissance grossiers, de sorte que là où ceux-ci font défaut, principalement chez les anciens, nous ne sommes que trop certains de passer par-dessus. La main et son index doivent se trouver quelque part. Souvent, une seule particule est une indication de citation cachée. Mais on doit certes d'abord s'être transposé dans la même sphère que celui qui discourt. Eh bien, empédone, voilà pour moi l'indice d'une citation même pas cachée. Elle est là, et vous allez voir comment ça se passe. Un mot quand même sur... vous avez vu Ulysse attaché à son mât, empédone, voilà, les pieds solidement plantés dans le sol du navire. Eh bien, vous allez voir maintenant l'être de Parménide, empédone, solidement planté dans le sol. Invraisemblable. Parménide, dans le poème de Parménide, il faut savoir que Parménide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en hexamètre dactylique, comme Homère, fait un poème qui s'intitule « Sur la nature » ou « Sur l'étang », sur l'être, toon. Et dans ce poème, il invente, il rend conscient la manière dont fonctionne la langue grecque. La langue grecque existait avant lui, vous avez vu Homère. Mais là, dans le poème de Parménide, la langue grecque se montre se déploie. Le poème de Parménide commence après un proème qui raconte comment un jeune homme divinement guidé, etc. Je passe. Le poème de Parménide commence par « esti ». Il existe, il est. Est. Le verbe être à la 3e personne du singulier de l'indicatif. Esti. Voilà le chemin dans lequel il faut engager. Et l'autre, c'est ouc esti, n'est pas. Et ça, il ne faut absolument pas emprunter cette voie-là. Bon. Le poème de Parménide met en scène le verbe être. Et puis, petit à petit, il déroule les formes du verbe être, sa grammaticalisation. Par exemple, il dit « esti gar einai ». Esti, c'est donc le premier « est », gar, en effet, einai, l'infinitif. Car est être. Esti, car est être. Ah bon? Une forme de plus, mais esti gagne un sens de plus. Car quand il est en début de phrase, il peut vouloir dire « il existe ». Et surtout, esti gar einai, il est possible que soit.
Donc, la langue grecque, dans le poème de Parménide, est en train de se, pardonnez-moi ce mot horrible, conscientiser. Un peu comme réflexiviser se faisait se faisait Ulysse avec les sirènes. Il y a une espèce de reprise, comme ça, consciente de ce qui est en train de se passer dans la langue. Et donc, Parménide passe par la forme est, puis par la forme einai, être, l'infinitif, puis par le participe présent, on, car est en étant, c'est un bout du poème. Et puis, voilà que, à un certain moment, au fragment que vous allez voir, au fragment 8, on n'a que des fragments, hein, et puis ils sont dans n'importe quel ordre, mais enfin, on les imagine dans cet ordre-là. Au fragment 8, voilà qu'apparaît to éon. Le, to c'est l'article, éon étant. L'étant, l'être. Voilà que du verbe, on est passé au sujet. Et ce sujet va faire, eh bien, le héros, va devenir le héros de toute la philosophie. Toute la philosophie roule sur l'être. Qu'est-ce que c'est qu'être? Exister, être, c'est quoi? Eh bien, au fragment 8 du poème de Parménide, voilà que to éon apparaît, l'être. Et je voudrais vous montrer comment on peut passer au rapport entre le texte de l'Odyssée Empédon et le texte de Parménide Empédon. Je crois que, je pense que, enfin je n'ai jamais lu ce que je suis en train de vous dire, mis à part que je l'ai écrit. Je crois que personne n'a remarqué que Empédon, c'est complètement fou de dire ça de l'être, comme si l'être était solidement planté dans le sol. Bon, je relis l'Odyssée. Mais dans un lien douloureux, liez-moi pour que je reste planté là au sol, droit sur l'emplanture, et que je sois maintenu dans des limites partant d'elle. Et si je vous supplie et ordonne de délier, vous serrez en plus de liens. Maintenant, regardez en face, Parménide, sur la nature ou sur les temps, fragment 8. Alors, immobile dans la limite de larges liens, il est sans commencement, sans fin, puisque naissance et perte sont dans l'errance au loin. Je soulignais errance et plaque tessan. Pourquoi? Eh bien parce que, quand on dit errer, on pense à Ulysse. Ulysse, c'est celui qui erre, avec ce verbe-là. Il erre. Donc, la naissance et la perte sont dans l'errance au loin, la croyance vraie les a repoussés. Le même, et restant dans le même, il se tient en soi-même, kaioutos, et c'est ainsi, empédon oti menei, qu'il reste planté là au sol. Car la nécessité puissante le tient dans les liens de la limite qu'il enclôt tout autour. C'est pourquoi il est de règle, il est juste, thémis, que l'étang, toéon, ne soit pas privé de fin. C'est la première fois qu'apparaît dans le monde grec toéon, l'étang, l'être. C'est la première occurrence de ce qui sera le héros de la philosophie. Et cette première occurrence, elle apparaît là, à un moment où les termes qui le décrivent, qui sont profondément inadaptés à un participe présent, je m'excuse, toéon, voilà qu'il est solidement planté dans le sol, c'est quoi ça? Eh bien oui, il est comme Ulysse. Voilà. Et c'est ça. Ulysse, c'est le modèle de l'être. C'est la manière dont on peut faire passer l'une dans l'autre l'épopée, le mythe et le logos. La rationalité, si vous voulez, logique. Donc voilà pourquoi cette scène me paraît si extraordinaire. Et si je continue à vous lire un peu la traduction de ce fragment 8,
vous allez comprendre à quel point on n'est pas dans l'Odyssée, à quel point c'est un autre son de cloche. Mais vous allez comprendre aussi qu'il y a de l'image derrière. Donc la suite, c'est la même chose, penser et penser que est. Car sans l'étang, ça y est, maintenant on a gagné, hein, on l'a, l'étang. Car sans l'étang dans lequel est se trouve formulé, tu ne trouveras pas le penser. Rien en effet n'est ni ne sera d'autre à part l'étang, puisque c'est lui que le destin a attaché pour que complet et immobile il soit. Aussi ne sera que du mot tout ce que les mortels ont posé, persuadés que ce sont là des choses vraies, devenir et périr, être et n'être pas, toute l'Odyssée. Hein. Échanger le lieu, troquer la couleur faite d'éclat. Alors, puisque la limite est à l'extrémité, il est fini, de partout, ressemblant à la masse d'une sphère bien ronde, du centre déployant une force égale en tous sens, car lui n'a pas du tout besoin d'être ni plus grand ni plus petit ici ou là, car il n'est pas d'étang qui puisse l'empêcher de parvenir à la similitude, pas non plus d'étang tel qu'il est ici plus d'étang et là moins, car il est tout intact, de partout en effet égal à soi, il se rapporte semblablement à ses limites, j'arrête là pour toi, le discours fiable et la pensée sur la vérité. Si je ne l'ai pas écrit, c'est que c'est ma traduction, que c'est hautement contestable, mais que la chose importante, c'est de comprendre que, 1, on est avec l'étang comme Ulysse, Empédone, bloqué là, pour toujours, et que, eh bien voilà, que ça ressemble à la masse d'une sphère bien ronde. Et le mot sphère, sphaire, eh bien, c'est le même mot que vous allez retrouver mercredi, lorsque on travaillera sur Nausicaa, car Ulysse, lorsqu'il échoue au rivage des Phéaciens, il est réveillé parce qu'il y a une sphaire qui lui tombe sur la figure. C'est le ballon avec lequel jouent les jeunes filles. Donc vous voyez comment on passe d'un discours à l'autre d'une manière à la fois imperceptible et fusionnelle, et en même temps, comment les discours sont bien distincts, car je pense que vous n'avez pas compris grand-chose quand je vous ai lu le poème de Parménide. Et c'est tant mieux. Donc, vous voyez, ça, ce qui est en train de se passer là, entre l'épopée et la philosophie, entre Ulysse et l'être, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je vais continuer un petit peu, et probablement excéder le temps qui m'est imparti, parce que je voudrais revenir à la voix. Je voudrais revenir à une femme aussi double que les sirènes, et dont la voix est non moins miraculeuse. Je veux parler d'Hélène. Hélène, la cause de la guerre de Troie. La semaine dernière, j'ai dit ce que voulait dire son nom. Hélène, c'est celle qui prend et celle qui est prise. Bon. Hélène fait des choses incroyables avec sa voix. Et elle fait que elle est, EST, toutes les femmes. Voir Hélène en toute femme, c'est une phrase de Freud. Et voilà. On va voir Hélène en toute femme à cause de sa voix. Et je voudrais vous lire le passage, d'abord vous montrer le cheval de Troie. C'est un vase magnifique. Quand on s'approche, vous voyez le cheval, et vous voyez le cheval, c'est au 7e siècle, hein, c'est une amphore cycladique à relief. Vous voyez les petites fenêtres là,
c'est un HLM un peu particulier. Dans chaque fenêtre, il y a un héros grec. Dans le cheval de Troie, c'est là que les héros sont en armes, logés là-dedans, et ils abandonnent le cheval sur le rivage, et ces idiots de Troyens le font rentrer dans la ville, puisqu'ils pensent que les Grecs sont partis et ont laissé ça. Pourquoi ? On va voir. Bon. Donc, le cheval de Troie rentre dans Troie. Quand est-ce que ce récit-là, que je vais vous raconter, arrive ? Il arrive très tôt dans l'Odyssée. Il arrive dans ce qu'on appelle la télémachie, c'est-à-dire quand Télémaque, le fils d'Ulysse, dans les 6 premiers livres de l'Odyssée, part à la recherche de son père. Et voilà Télémaque qui débarque chez Ménélas et Hélène. Hélène est rentrée au chaud, Ménélas l'a reconquise. C'est un foyer bien sympathique. Ils sont en train de faire une fête d'anniversaire pour leur fils. Et Télémaque arrive, et à ce moment-là, il commence à dire, à pleurnicher un peu parce que il n'a pas retrouvé son père. Hélène n'a pas envie que les pleurs gâchent la fête, et elle propose de verser dans le vin que tout le monde boit une drogue, un pharmacone. On reviendra sur ce que c'est qu'un pharmacone. Elle propose de verser une drogue puissante qui permet de se laisser aller au plaisir des discours et d'oublier les larmes. Et donc, voilà le plaisir des discours qui arrive, et le discours qui suit, c'est Ménélas qui le tient, c'est-à-dire le mari trompé, qui a récupéré sa femme. Et il raconte, Ménélas, que, alors on peut prendre le texte, que dans le cheval de bois, nous gitions tous, les meilleurs, qui portions aux Troyens la mort et le meurtre. Mais alors tu surviens, toi, en cet endroit, toi, il s'adresse à Hélène. Mais alors tu survins, toi, en cet endroit, quelque dieu t'amenait pour fournir aux Troyens une chance de gloire. Sur tes pas, Déiphobe allait beau comme un dieu. Vous voyez les crochets droits ? Les crochets droits, ça veut dire on enlève, athéthèse. C'est ce que Homère aux Enfers dit, mais non, il faut les garder. Bon. On enlève ça. Pourquoi ? Mais parce que ça ne se fait pas. Pourquoi est-ce que Ménélas irait parler du troisième mari d'Hélène ? Déiphobe, c'est le frère de Paris qui a été tué. Paris, c'est celui qui a enlevé Hélène. Donc Déiphobe est celui que, selon la règle, le frère aîné épouse Hélène quand son mari Paris meurt. Donc pourquoi est-ce que Ménélas irait dire que Déiphobe allait beau comme un dieu ? Donc ce pauvre Bérard commence par enlever ça en disant non, mais enfin, il n'y a aucune raison. Bon, d'accord. Et par 3 fois, c'est Hélène, tu fis le tour de l'embuscade creuse en la touchant tout autour. Tu appelas, nom par nom, les meilleurs des Danaéens, rendant ta voix semblable à celle des épouses de chaque Argien. Moi, le fils de Tidée, et le divin Ulysse, assis au milieu, nous t'entendions crier. Tous les deux, nous n'en pouvions plus de désir, nous nous élancions pour sortir ou de dedans te répondre au plus vite. Mais Ulysse nous retint et mata notre envie. J'ai choisi cette traduction de Bérard parce que je la trouve très belle. Ulysse nous retint et mata notre envie. Ça, c'est pour dire que Ulysse était très fort. Et c'est pour dire ça à Télémaque, ah oui, ton père, c'est pas n'importe qui. Voilà que quand Hélène voulait nous piéger, il nous a empêchés de nous faire massacrer. Tout ça est extrêmement compliqué.
Hélène fait le tour de l'embuscade creuse et appelle nom par nom chacun des guerriers qui sont à l'intérieur. Des Danaéens et Argiens, c'est la même chose. Donc elle les appelle, donc elle l'appelle Ulysse avec la voix de Pénélope. Et elle appelle Ménélas, c'est la seule fois où elle garde sa voix. Mais pour tous les autres, elle change de voix. Elle dit le prénom, enfin elle dit le nom de chacun des guerriers avec la voix de sa femme. C'est ça qui affole de désir. Et Bérard, c'est tout à fait ridicule, l'imitation des voix est impossible. Quant au vers 279, c'est celui semblable à celle des épouses de chaque Argien, quant au vers 279, il est pleinement incompréhensible. Comment Hélène pourrait-elle imiter la voix de chacune des reines achéennes et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'elle est pire que la sirène. Pour quelle raison? Parce que c'est là une femme, pour reprendre l'expression de Lacan. C'est elle qui est toutes les femmes. C'est l'équivalent général de toutes les femmes. Voilà la voix, voilà la puissance de la voix. La puissance de la voix et de la voix d'Hélène, c'est comme la voix des sirènes. C'est une puissance de totalisation et de mort. Alors, là, vous voyez comment Hélène est toute femme. Hélène est poursuivie par Ménélas qui arrive pendant le sac de Troie, il la poursuit, il va la tuer. Pas du tout. Son glaive tombe et il y a l'amour entre deux. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ça, Hélène en toute femme. Et je conclus par un tableau qui m'est particulièrement cher. C'est un tableau de Maurice Mathieu. Nous avons fait un livre ensemble qui s'appelle « Voir Hélène en toute femme ». Et Maurice Mathieu m'a donné ce dessin. Vous voyez, Hélène en toute femme. Et j'ai le plaisir de saluer l'épouse de Maurice Mathieu, Nicole, qui est parmi nous. Voilà, je vous remercie.